Bonjour et bienvenue sur le Drepatalk, le podcast qui aborde la drépanocytose sous toutes ses formes. Je suis Olivia Holkwe, j'ai été diagnostiquée de la drépanocytose à la naissance et je suis présidente de l'association ISADREP qui vise à informer et sensibiliser sur la maladie, la faire connaître au plus grand nombre, qui vise également à soutenir psychologiquement et assister au quotidien les personnes atteintes de la maladie et leur entourage. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, je suis en compagnie d'une charmante dame qui s'appelle Marcel Quenom et qui est drépanocytaire SS également. Nous allons vous expliquer, vous aborder un peu comment nous vivons chacune la maladie et c'est tout de suite après ça. Coucou Marcel, comment tu vas ? Bonjour Olivia, je vais super bien et je suis ravie d'être là ce matin. C'est un plaisir pour moi de t'avoir sur le podcast. Et de toute façon, c'est un moment d'échange qu'on a prévu et on est très, très contente pour ce partage. Mais avant tout, je vais te laisser te présenter à la communauté ISADREP, s'il te plaît, si tu veux bien. Ok, je suis Marcel Quenom. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans une entreprise de la place. Malgré la drépanocytose, j'ai su mener ma vie comme cela se devait. Et je remercie Dieu, je suis contente d'être là ce matin pour partager mon expérience avec tout un chacun. Merci à toi d'accepter en tout cas d'en parler. C'est pas évident, je suppose, mais ça va très bien se passer. Donc, comme je disais, tu es drépanocytaire SS. En tout cas, tu portes la drépanocytose, la forme SS notamment. Comment ça se passe pour toi, sachant qu'on sait très bien, hein, on n'a pas forcément les mêmes symptômes ou la drépanocytose ne se déclare pas de la même manière en fonction des personnes. Donc, j'aimerais savoir comment toi, ça se manifeste. Ok, moi, à mon niveau, généralement, elle se manifeste par des douleurs dans les articulations, surtout dans les os. Et j'explique de façon basique, des fois, tu as l'impression qu'on a pris un marteau avec lequel on te tape les os, les articulations un peu partout sur le corps, ou carrément, je ne sais pas, les cureteurs, qu'on a pris un cureteur avec lequel on te gratte les os. C'est super douloureux. Et la pire des situations, c'est de te retrouver avec les côtes en douleur. Ça ne te permet pas de bien respirer et ça t'emmène à être sous oxygène. Donc, moi, de mon côté, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça commence plutôt par le haut du corps, le bas du corps. Quel est l'endroit? Je dirais plutôt au niveau des genoux. Au niveau des genoux. Oui. D'accord. Moi, ça commence généralement au niveau des genoux. Par suite, ça peut prendre les coudes, les poignets Et ça remonte. et le dos, tout le corps, ça prend tout le corps. Et voilà. D'accord. Bah, c'est drôle parce que tu vois, moi, ça commence au niveau des poumons. Souvent, les poumons devant, derrière, sur les côtés. Là, je sais que alerte. Ouais, tu vois, comme quoi, on n'a vraiment pas la même manière de manifester ça. Exactement. Et sinon, comment tu as appris? Comment tu l'as appris que tu étais atteinte de la drépanocytose? Moi, je l'ai appris plutôt un peu tardivement parce que c'était quand j'entrais pratiquement dans la vie active que j'ai commencé par manifester les symptômes et tout. Je crois ça doit être dans la période de la classe de terminale première année. Oh, wow, bien sûr, parce que moi, je me voyais comme un enfant, comme tout autre enfant. Je n'avais pas de signes particuliers, ou du moins, les parents me l'ont caché. Parce qu'on me traitait toujours comme les autres. Je ne voyais aucune différence. J'avais de l'embonpoint, j'étais en très bonne santé, à part les quelques fois je tombais malade et tout. Donc, c'est après un accident dans la classe de terminale que j'ai fait une crise. Bon, dans le temps, je ne savais pas que c'était une crise. Mais j'ai commencé à avoir les douleurs et tout. Et tout de suite, je me suis dit c'était l'accident que j'ai eu à faire récemment. Qui a enclenché ça. Donc, pour moi, il fallait juste aller à l'hôpital, me faire soigner. Mais une fois à l'hôpital, quand mon médecin m'a vu, il m'a dit qu'il fallait pas appeler les parents. Du coup, les parents ont débarqué. Et ces deux-là, je les vois tout de suite dans la salle d'hospitalisation. Ah ouais, on a besoin de te parler et tout. D'accord. Donc, c'est là qu'ils t'ont annoncé. C'est là qu'ils m'ont annoncé
Ah, les trop drôle. parents, mon père, ma mère et le médecin, il faut qu'on te dise aujourd'hui que tu souffres d'une maladie génétique. Et ça dure depuis ton enfance, mais on ne t'en a jamais parlé parce qu'on ne voulait pas te traiter différemment Ok. des autres enfants. Pour que Wow. tu ne sois pas stigmatisé et tout. Ok. Donc, Mais quand tu avais des crises, quand tu étais jeune, du coup, comment ça se passait? quand Où tu j'étais avais... jeune, Ouais. je faisais juste, c'est vrai, c'était de petites crises, Mhm. mais les parents savaient comment gérer. D'accord. Tantôt, j'avais mal aux articulations. Eux, ils savaient déjà quels médicaments il faut prendre, Ok. comment traiter. Et tout de suite, on me donnait les médicaments. À l'école, je faisais le sport comme tout le monde. C'est vrai? Si, T'as jamais été dispensée, toi? Non, j'ai jamais été dispensée. Et chaque fois, quand je faisais le sport, je venais à la maison, j'avais des douleurs. J'en parlais aux parents. Oui, tu as trop couru, tu t'es trop amusé et tout. En fait, on ne m'a jamais dit qu'en réalité, que c'était une des manifestations de la D'accord. drépanocytose. Donc, pour moi, bof, j'étais un enfant. Mhm. Je menais ma vie comme, voilà, comme tout autre enfant. Tranquillement. Tranquillement. Mes parents ne m'ont jamais informée. Mes frères et sœurs n'étaient pas du tout au courant. Waouh. Donc, j'ai mené ma vie comme un enfant lambda. Ah, mais c'est génial. Mais Exactement. c'est drôle en même temps parce que tu dis... Donc, tu passais des séjours à l'hôpital, Oui, mais c'est parce que... je passais des séjours à l'hôpital, mais c'est parce que soit j'avais le palu, Ok. soit je me suis amusée sous la pluie, Mhm. soit j'ai joué trop au baby, il y a eu trop d'émotions. Mais mes parents trouvaient forcément une excuse pour expliquer ces D'accord. douleurs-là. Ok. Et le cas extrême, je pense qu'en classe de la 4e, Mm. généralement, tu sais, quand moi, une crise doit se manifester, j'ai les yeux qui sont jaunes, Ok. super Oui, jaunes. oui, oui, bien Donc, sûr. en classe de terminale, j'étais allée à l'école. Après le sport, normalement, j'avais un cours. Mais tout de suite, quand le professeur m'a vu, m'a dit, mais Marcel, tu as les yeux jaunes. Et ça, je pense que c'est l'ité. Normalement, les gens normaux disent que c'est l'ité quand on a les yeux jaunes et tout. Donc, il faut que tu rentres et que tu préviennes tes parents. Bon. Du coup, il m'a laissé rentrer, je suis rentrée. Mhm. Ma mère était à la maison. J'ai fait, mais maman, le professeur m'a renvoyé les Parce cours que j'ai parce les yeux que j'ai jaunes. les yeux jaunes. Et 5 minutes après, ma paume des mains aussi jaune. Ok. La plante des pieds jaune. Et du coup, comment Et vous avez du fait? coup, elle dit, elle sait. Elle a commencé par apprêter mon sac et tout. Il faut qu'on aille à l'hôpital. D'accord. Comment? Il faut qu'on aille à l'hôpital. Elle dit, si on doit te faire un soin et tout. Je sais ce qu'il faut faire. Et juste à ce moment-là, tu savais Juste toujours à pas? ce moment, en 4e, je ne savais pas Ah, du waouh. tout. On m'a dit que c'était l'ité. Donc, on s'est rendu à l'hôpital. Et malheureusement, j'ai fait une anémie Ok. ce jour-là. Le médecin a décidé de m'hospitaliser. Bon. Moi, je n'étais au courant de rien. Il s'est entretenu avec les parents et tout. Ils sont revenus, ils m'ont dit plutôt que c'était un palu Ok. extrême avec de l'ité. Donc, il fallait que je reste pour faire un traitement. Donc, D'accord. c'est comme ça que je suis restée. J'ai fait le traitement et voilà. Mais après ça, j'ai même pas su que je faisais. C'était un signe de la drépanocytose. D'accord. Bah, dis donc. Trop drôle. Trop Et drôle. du coup, au moment où tu apprends, comment ça se passe? Au moment où on te dit, ah, il faut qu'on t'en parle, tu as Tout de suite, une maladie. quand ils en ont parlé, ben, je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Maladie génétique. En terminale, on a appris quand même ça. Donc, normalement, depuis mon enfance, je devais manifester des signes. Mais pourquoi, quand je colle les petits morceaux, je ne me voyais pas en pleine crise comme ce que je vivais à l'instant là. Je ne me rappelais pas avoir vécu un truc pareil. Et c'est de là, ils ont commencé par m'expliquer que si. À ce moment-là. Ok. C'était une crise. Et le médecin a ajouté, vu que tu es rentré dans la vie active, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, c'est le moment qu'on t'explique et qu'on te dise quoi faire pour que tu puisses prendre soin de toi. Donc, et là, tu t'es renseignée sur la drépanocytose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis même pas sortie. J'ai fait pratiquement une semaine à l'hôpital pendant cette période terminale, fin terminale. Et j'ai pris mon téléphone. J'ai cherché, j'ai googlisé, j'ai cherché. Et ensuite, j'ai demandé à avoir une séance avec le médecin. Ok, qui t'a expliqué. Il m'a expliqué. Et psychologiquement, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça t'a...
J'ai été super choquée. Ouais, j'imagine. Mais dans le même temps, j'ai rendu grâce parce que j'ai pas du tout été traitée différemment des autres enfants. J'étais bien. Psychologiquement, c'était... Je me suis dit, bon, ok, j'ai eu ça, mais pourtant, j'ai vécu jusque-là. Donc maintenant, c'est à moi de prendre la relève, d'avoir un mental assez fort et de prendre ça sur moi. Mais ça a été vraiment un choc parce que je ne me voyais pas du tout avoir cette maladie. Pas du tout. C'est comme si j'étais là, on m'a coupé l'herbe sous les pieds, je suis tombée un coup avec un choc. Et comment tu l'as annoncé à tes camarades à ce moment-là en terminale? Est-ce qu'on t'a posé des questions? Comment tu as vécu? Déjà, j'en ai voulu aux parents. Ouais. Je les ai détestés. C'est vrai. Que Dieu me pardonne. Mais ils t'ont protégé, ils ont voulu te mettre dans une bulle. Ils m'ont protégé, mais je leur en voulais pourquoi? Pas parce qu'ils m'ont protégé, mais parce qu'ils auraient pu prendre une meilleure décision au moment où ils ont su qu'ils étaient porteurs du gène. Donc... mais peut-être qu'à ce moment-là, on ne mesurait pas l'importance et la portée de ça. Exactement. Mais après, annoncer, en classe de terminale, je ne l'ai pas annoncé. En première année non plus. Je dirais, c'est récemment, j'ai commencé par en parler ouvertement. C'est vrai? Si, parce que quand tu en parles, tout de suite... Le regard. Le regard. Ça change. Ça change tout de suite. On te considérait peut-être là. Dès que tu en parles. Je dis, ah, fille malade. Et c'est un choc. Quand on te traite comme une maladie, ou ce qu'on est censé te confier, ou ce qu'on est censé faire avec toi, que tout de suite que tu annonces que tu as ce gène, ça change. Ça change tout de suite. Le traitement n'est plus pareil. Et c'est de là que j'ai compris les parents. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris qu'ils m'ont protégée. Exactement. Et je me suis tue. Que ce soit professionnellement, que ce soit avec les amis, j'en parle presque pas. Et pour ton travail, parce que tu dis du coup que tu travailles dans une entreprise de la place, comment ça s'est passé? Donc à l'entretien d'embauche, tu n'en as pas parlé. Et comment ça se passe au quotidien maintenant? À un moment donné, je n'en parlais pas aux entretiens. D'accord. Je n'en parlais pas. Oui, je comprends très bien. Parce que j'ai reçu un choc pour ma première expérience professionnelle. J'ai été embauchée dans une structure de la place où j'ai travaillé pendant quand même 2 ans. Je ne faisais presque pas de crise. Mais au cours de la 3e année, je crois que c'était la période d'août où il y avait la fraîcheur, tout ça. Il fait un peu plus frais en août. Il fait un peu plus frais. Donc, j'ai eu à faire plusieurs crises de façon répétée. Voilà. Et là, à ce moment-là, il fallait expliquer. J'envoyais des certificats et tout et tout. Ça se comprenait une fois, ça se comprend 2 fois, ça se comprend 3 fois. Au bout d'un moment... C'est devenu récurrent et j'ai dû demander à prendre un congé. Mais dans la période, c'était pas possible de prendre un congé. Ok. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de l'environnement du travail? Non, parce que c'était le moment où il fallait réaliser plus de chiffre d'affaires. Et moi, je suis acheteur. Les acheteurs, on est censé faire tout ce qui est acquisition à l'interne et tout pour permettre... Effectivement. Voilà. Du coup, c'était pas une période où je devais m'absenter. Mais j'étais pas là. Et à la fin de mon contrat, normalement, à la fin de ce contrat, j'étais censée avoir un contrat à durée indéterminée. Tout de suite, ma supérieure, elle a dit non, qu'il ne faut pas me renouveler le contrat parce que j'étais trop absente. Ok. Et jusque-là, tu ne leur avais jamais dit? Je ne leur ai jamais dit que je souffrais de quelque chose. Et tu penses que si tu l'avais dit, il y aurait une meilleure compréhension? Comment tu penses qu'ils auraient réagi? Peut-être que justement, en parlant, ça aurait suscité un peu, pas de la pitié, mais... compassion. En tout cas, de la compréhension déjà. De la compréhension, c'est possible. Je ne suis pas dans leur tête, je ne suis pas à leur place, mais à cet instant, ça a été réellement un choc pour moi. Et même après ça, j'ai décidé de ne plus jamais en parler. C'est vrai. De ne plus jamais en parler parce que au bout du fil, j'ai expliqué. Quand je devais aller signer les documents et tout, j'ai expliqué au RH. Mais c'est pas comme si ça avait changé quelque chose. Et j'ai décidé de ne plus du tout en parler.
durant le reste de ma vie. C'est vrai? Si. Waouh! Mais aujourd'hui... Et ma supérieure, jusqu'à il y a de cela 2 ans, je lui ai jamais pardonné. Mais après, je l'ai appelée, je lui ai dit, tu ne sais pas ce que tu vivras demain. Donc, à des moments donnés, essayez de vous mettre un peu à la place des autres. Et voilà, je suis passée outre. Mais parfois, ne pas savoir aussi, ça n'aide pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, en tout cas, je comprends très bien parce que j'ai toujours été dans le même cas. Pour moi, je n'en parlais pas non plus à mes entretiens d'embauche, pas du tout. Il y avait même à chaque fois une ligne, est-ce que vous souffrez d'une pathologie? Exactement. Non, non, tout va très bien. Mais je trouve que justement, est-ce qu'aujourd'hui, on ne devrait pas, en tout cas que les entreprises comprennent que les personnes peuvent souffrir d'une pathologie et être assez à l'aise pour en parler sans avoir peur de perdre son emploi, sans avoir peur d'être catégorisé de personnes faibles. On devrait justement travailler en tout cas dessus, ça serait important. Bien sûr, pour la génération qui arrive également. Exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Avant, c'était un peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, les gens touchent du doigt la réalité. Ils voient un peu que cette maladie, cette pathologie, ça se répand. Beaucoup en souffrent, les proches. Du coup, oui, là, c'est le moment de mener vraiment une action pour que tout autour de nous, dans les entreprises, partout, on travaille, que les gens comprennent que... Tout à fait. Exactement. Et depuis quelque temps, oui, j'en parle ouvertement. Maintenant, je suis à l'aise avec... Et le regard des autres, du coup? Et le regard des autres, aujourd'hui, ça m'importe peu. Ouais. Il y en a qui acceptent, il y en a qui comprennent, mais il y en a qui ne sont pas forcément psychologiquement aptes à comprendre la chose. C'est-à-dire que ils te voient... Parce que chez nous, c'est quoi? Le matin, à 10h, tu es en bonne santé. À 17h, tu te retrouves dans un lit d'hôpital, comme un cadavre. C'est ça. Et les gens se disent, mais à quel moment elle s'est retrouvée à l'hôpital? Hier, tout allait bien, on l'a vu hier soir. Ça m'est déjà arrivé au boulot, d'être au boulot, d'être bien, de sortir de réunion. Et que 4 heures de temps après, à midi, que j'appelle, ouais, je ne serai pas là parce que j'ai été hospitalisée. C'est vrai que c'est surprenant pour beaucoup. C'est surprenant pour beaucoup. Mais pour nous aussi, hein, là, on nous voit toutes les deux très bien. Ce soir, bon, voilà, on touche du doigt quand même. Exactement. Donc, aujourd'hui, voilà, beaucoup essaient de comprendre, mais d'autres ne sont pas psychologiquement prêts à se porter. Le volet psychologique est très intéressant. Tu sais, il y a une étude qui dit que 45% des personnes atteintes de la drépanocytose font une dépression au cours de leur vie. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, t'a touché un peu? Moi, je sais que j'ai eu une phase un peu compliquée due à la maladie, mais est-ce que toi aussi également, tu as vécu ça ou pas du tout, justement, le fait d'avoir été informé plus tard? Est-ce que tu as réussi, en tout cas, en étant adulte et consciente de ta situation, à passer outre les barrières qu'on pourrait rencontrer? Je dirais... Oui, j'ai vécu des situations assez compliquées et psychologiquement, c'était pas du tout la joie, comme on le dit. Parce que cette maladie, je dirais, c'est plutôt le mental. Il arrive des moments où tu fais des crises, même à l'hôpital, malgré les antidouleurs, malgré tout ce qu'on te fait. Tu dois t'accrocher à quelque chose. Il faut que tu t'accroches à quelque chose. Et la seule chose que tu as en cet instant, c'est le mental. Ça va aller. Ça va aller. Tu t'encourages, tu te parles, tu te motives, tu trouves... En fait, tu t'accroches forcément à quelque chose et c'est purement psychologique. Mais arrivé à un instant, quand tu le fais, tu es vide. Et... le soutien psychologique, l'entourage. L'entourage. Surtout moi qui n'aime pas parler de ma vie. Je suis plutôt mystérieuse. J'aime pas trop me confier. C'est super difficile. Parce que quand tu passes par cette phase, tu te dis, mais c'est quand la fin? Tu ne sais pas à quel moment tu vas à l'hôpital, tu ne sais pas à quel moment tu rentres. Et moi, déjà, ça m'est arrivé. J'ai perdu ma meilleure amie. Père à son âme. J'ai perdu ma meilleure amie. On s'est vu la veille. On a bien discuté. De la drépanocytose, elle aussi. Bien sûr. On a bien discuté. Et... dans la nuit, il pleuvait, elle me faisait comprendre que le lendemain, son grand frère allait nous chercher pour nous déposer à l'école parce qu'on ne pouvait pas passer sous la pluie et tout. Elle me demandait de me protéger. Au petit matin, je vois plein d'appels en absence de son grand frère. Et je le rappelle, c'était pour m'annoncer
qu'elle est décédée. Je dis comment elle est décédée, mais c'est pas possible. C'est donc un choc, tout de suite, ça a été un choc pour moi. Je me suis dit, mais c'est bientôt, ça sera bientôt mon cas. À quel moment ça va s'arrêter? Donc j'ai sombré. J'ai réellement sombré et j'ai passé pratiquement 1 mois à la maison sans sortir. J'ai broyé du noir, mais bon, par la grâce de Dieu. Ouais. Et comment tu as réussi justement à passer ça? Est-ce que tu as pu en parler? On dit, alors, dans notre culture, aller voir un psy, c'est un peu tabou. Est-ce que toi, tu as fait appel à un psy et comment tu as réussi à passer cette période-là, justement, ou bien toute seule, hein? Pendant cette période, j'avais que le soutien de ma mère et de mon père et de mes frères et sœurs. Je n'en parlais pas à l'extérieur, mais c'est vrai que les amis étaient au courant qu'elle était drépano et que j'étais drépano. Beaucoup ont compris que ça m'a touchée. Et comme j'allais pas à l'école, tout le monde m'envoyait les fiches à la maison, les cours, on venait me chercher de l'attention par-ci et par-là. Mais je dirais surtout que c'est à cause de mon entourage que j'ai pu m'en sortir parce que je ne suis pas allée voir un psy. Et franchement, force à nos parents parce que sans eux, ça n'aurait pas été facile. Et moi, je voudrais appuyer aussi ce point-là, qu'il faudrait que les gens comprennent que ce n'est pas une tare d'aller voir un psy, c'est tout à fait normal. On va chez l'ophtalmo pour les yeux, on va chez le dentiste pour les dents, on va chez le psy pour le cerveau et pour ses émotions à gérer. Donc, il faudrait qu'on prenne conscience de ça dans notre société surtout. Et surtout les drépano en ont vraiment besoin parce que avoir un accompagnement, c'est... Et même pour les parents, parce que les parents portent tellement de choses. Exactement. Non seulement psychologiquement, moralement, financièrement, les parents sont là. Et qu'on le veuille ou pas, on a forcément besoin d'accompagnement quand on vit. Et surtout, demain, après, dans le choix de notre partenaire, savoir aussi comment faire. Bah, écoute, c'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, au quotidien maintenant, quelles sont les choses que tu mets en place pour te sentir bien? Est-ce que tu as une routine? Est-ce que tu as une nutrition adaptée? Quelles sont les petites choses que toi tu mets au quotidien pour faire en sorte de tenir et d'être toujours bien portante? La première des choses pour moi, c'est de boire beaucoup d'eau. Oui, la base. J'ai toujours ma bouteille d'eau à côté. Toujours ma bouteille d'eau. Que ce soit à la maison, au bureau, à l'église. Ah, t'es bonne élève. Moi, c'est pas le cas. Hein. C'est vrai que c'est super difficile. Des fois, j'ai la bouteille, et mais la à peine je prends la moitié. Ouais. Mais au moins, quand elle est à côté, je me mets la pression. Chaque fois que je regarde, il faut que je prenne une goutte, il faut que je prenne quelques millilitres et tout. Et à part boire l'eau, j'ai toujours mon antidouleur à côté parce que je ne sais pas à quel moment ça va prendre. Donc, j'ai toujours mes antidouleurs ou mon anti-inflammatoire, l'un des deux. Et je prends toujours la peine de ne pas être stressée. Parce que le stress. Ça, c'est un facteur. Le stress. J'essaie de gérer le stress. Quand je vois que je suis dans une situation où le stress monte d'un cran, j'essaie de tout laisser tomber. Je me retourne sur quelque chose qui me fait plaisir, une passion. Quoi, par exemple? La cuisine. Oh, ok. J'adore la nourriture, j'adore manger, j'adore cuisiner. On va aller manger chez toi. Il n'y a pas de souci. Donc, la cuisine ou le sport. Ou le sport? Ou le sport. Et voilà. Et tu fais quoi comme sport, par exemple? Je fais la marche. Je ne fais pas quelque chose qui va me faire beaucoup dépenser d'énergie parce que ça crée aussi une crise. En fait, il faut être au juste milieu. Pas trop d'émotions. Pas positif, pas négatif. Tu dois être au juste milieu. Il faut que ça soit équilibré. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Et pour finir, je dirais aussi que je dors beaucoup. Ouais. Oui. Le sommeil. Moi, je t'avoue que depuis que je suis maman, j'ai perdu en heures de sommeil. Voilà. J'ai vraiment perdu. Et c'est vrai que ça se ressent. Ça se ressent, peut-être pas les premiers jours, tu vois, mais à la fin de la semaine, en fait, tu prends un coup. T'as plus d'énergie, ton corps est vide, quoi. Donc, il faut beaucoup se reposer et il faut que l'hygiène de vie soit parfaite.
c'est dur à Il suivre. faut être propre. Il faut que l'environnement soit sain. Il faut éviter la poussière. Il faut éviter les fortes odeurs. Il faut éviter les endroits confinés. Les vêtements Les serrés. vêtements serrés. Il faut tout le temps penser à être. Bah écoute, franchement, merci beaucoup. Merci de nous partager tous tes tips. Est-ce que tu auras... Alors, moi, j'ai un mantra, justement, comme tu disais tout à l'heure, le mental, le mental. Et c'était vraiment cultiver le bonheur même dans la douleur. Ça va aller, ça ira, tu vas le passer. Donc, en fait, tu te projettes. Est-ce que tu as aussi... Quelle est, toi, ta petite astuce? Qu'est-ce que tu te dis? Ou qu'est-ce que chaque jour, tu as une phrase qui te porte, qui te guide? Bien sûr, mais moi j'ai plutôt un verset biblique. Dis-nous, Moi partage-nous ça. j'aime Dieu, j'adore Jésus. C'est Romains 8, verset 37, Qui nous dit? qui nous dit, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je vais noter ça. Romains 8, verset 37. Ok, ça marche. Et je me dis, adopter une mentalité de vainqueur, c'est déjà gagné. C'est gagner, avoir la victoire sur cette maladie, avoir la victoire chaque fois que tu souffres, avoir la victoire sur tous les obstacles qui se mettent sur ton chemin, peu importe le domaine. Donc, la victoire, partout où je vais. Partout, lever de la victoire. Écoute Marcel, merci beaucoup. Merci pour cet échange. J'espère que beaucoup auront appris des choses et surtout, pas forcément les personnes atteintes de la drépano, mais surtout les personnes qui ne connaissent pas et qui justement pourront demain, quand ils seront face à quelqu'un qui a le gène, qui porte la drépanocytose, savoir un peu comment réagir et être un peu plus compréhensif. En tout cas, merci pour cet échange. Je t'en prie, et j'espère que ce numéro vous aura plu, que vous en aurez appris. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos canaux, sur Instagram, TikTok, Isadrep. Et merci à vous d'être là. Ciao, bye.